Donc nous allons reprendre avec la table ronde suivante. Donc si vous voulez vous installer et Nicolas, donc voilà, je peux monter. Donc cette table ronde est consacrée aux innovations au service de la qualité de vie des seniors. En fait, j'ai voulu montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'innovations. Certaines sont promues à devenir des leaders, d'autres moins, mais je voulais surtout montrer des innovations. Alors, il y en a deux qui vont parler un peu plus longtemps, et puis ensuite, ça sera elevator pitch, comme je vous ai déjà montré, 2 minutes chrono. J'ai une cloche cette fois-ci, et c'est vraiment 2 minutes. Donc, si on veut les passer toutes, et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions et de discuter avec ces entreprises qui ont, pour certaines, exposent au rez-de-chaussée, et vous pourrez discuter avec elles librement. Bien, je vous remercie, et donc je vais passer la parole à Nicolas. Ah oui. Oui, comme c'est lui l'animateur et qui ne va pas se présenter, donc je simplifie les choses. Voilà, sur sa présentation, il y a un tas de choses. Je vais dire, c'est monsieur, il va me contredire, mais c'est monsieur Innovation de la PHP, après une carrière... Une carrière bizarre. Voilà. Bon, c'est un haut fonctionnaire, mais il est... docteur en philosophie, surtout. Voilà, nous avons eu un philosophe hier, c'était Roger-Paul Drouin, à qui j'ai demandé d'intervenir parce que, pour ceux qui n'étaient pas là, un philosophe à la direction d'un groupe de maisons de retraite de la Fondation Partagée, enfin pas que EHPAD, mais aussi établissements de santé en général. Et donc la philosophie a une importance, et comment Nicolas s'est retrouvé philosophe, professeur de philosophie et aujourd'hui directeur de l'innovation de la PHP, ça m'a toujours intéressé. Vous voulez que je réponde à la question Ça risque d'être un peu long, hein. Non, c'est bon. Laissons la place à le Grand Caire qui a des présentations à faire, et ensuite ce sera sur les tableaux et ensuite le défilé. Alors pendant que le Grand s'installe, un petit mot pour vous dire bonjour à tous et à toutes. Okay. Dire aussi, comme l'a très bien dit Guy Birenbaum, je trouve que ces 2 journées sont intéressantes parce qu'elles nous amènent à prendre cette question sous un angle extrêmement transversal et à nous attacher un peu toutes les dimensions, toutes les complexités de la construction d'une société capable d'accueillir une population largement vieillissante. L'objectif, si du côté des intervenants c'est d'accord, c'est de nous donner un peu à voir comme ça comment vous prenez ces sujets, quelles difficultés vous rencontrez, et à la fin des fins, quelles convictions vous retirez de tout ça. Vous êtes OK avec ça? Et après, vous suivez votre flow. Alors, oui, effectivement, on va se prêter à l'exercice. Donc, juste pour vous présenter le Grand Caire, on est la filiale Bien Vieillir du groupe Legrand. Donc, le groupe Legrand, c'est un groupe de 40 000 personnes à travers le monde. On est principalement connu pour des solutions électriques et numériques du bâtiment. Mais on a une filiale qui s'appelle Le Grand Caire, que je dirige pour la France, qui est une filiale européenne. Et donc, nous travaillons sur les sujets plus spécifiquement du bien vieillir. Et on a toute une offre qu'on industrialise. On est un groupe industriel avec de nombreux sites de production. En France, c'est 22 sites de production. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de choisir une innovation qui est déjà à un niveau industriel, mais néanmoins qui est en train de trouver son marché. Parce que souvent, l'innovation, c'est aussi une histoire de timing. C'est un produit, une solution, mais c'est aussi un moment où on vient rencontrer le marché. Et on a beaucoup parlé pendant ces 2 jours de prévention. Et donc, la solution qu'on va présenter, c'est une solution
qui peut être connu ou entendu, mais là on va parler de sa simplicité, de la façon dont ça va pouvoir être déployé de manière industrielle assez largement en France. Donc nous allons parler de prévention. Donc notre mission et notre vision sur le sujet, c'est d'apporter de la sécurité et de l'indépendance le plus longtemps possible aux personnes âgées. Et ça, c'est via quelques capteurs et une application aidant proactive. Donc des capteurs, ce sont des produits comme celui-ci qui vient détecter des mouvements dans le logement. Donc nous parlons plutôt d'assistance à l'autonomie au domicile. Détecteur de mouvement, je viens de vous le montrer, un transmetteur, un produit comme celui-ci qui est un hub qui va permettre d'envoyer un ensemble d'informations soit au portail qui va mesurer l'activité ou directement vers communiquer par téléphone aux aidants ou à des plateaux d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que peuvent faire les téléassisteurs. On va avoir également des détecteurs d'ouverture de porte ou de frigidaire qui va permettre de mesurer quelques activités. Puis donc après une application aidant téléphone ou un portail web. Donc ça c'est l'intégralité de la solution. Et plus concrètement, de quoi parle-t-on? Donc on va apprendre et enregistrer scrupuleusement des routines grâce à une combinaison de capteurs. Donc on en a parlé de quelques-uns, on y reviendra un petit peu après. Ensuite, communiquer les informations à la plateforme via le Novo, donc le produit que je viens de vous montrer, qui est une sorte de hub à la maison. Puis, on va visualiser les activités quotidiennes d'un proche pour, selon les règles mises en place dans l'outil, notifier, prévenir ou alerter de chutes, de changements majeurs dans la routine. Et donc, vraiment en positionnant les aidants au cœur du dispositif, puisque c'est eux qui vont avoir accès à ces informations. Donc si on parle des capteurs et les usages qu'on mesure, par exemple, capteur de bouilloire est un bon indicateur. Ça paraît anecdotique si on le regarde comme ça, mais néanmoins, ça veut dire que la personne s'est levée, a fait son petit déjeuner. Détecteur d'ouverture de frigo, détecteur d'ouverture de porte, détecteur de mouvement, que ce soit un détecteur de mouvement dans les salles d'eau ou détecteur de mouvement dans un salon séjour. Et puis voilà, on voit plus en détail un détecteur de présence, un détecteur capacitif qu'on vient installer sur le lit, un détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre, une tirette d'appel, un dispositif aussi de déclenchement d'alerte, puisque ça peut évidemment se coupler avec des dispositifs d'alerte qui existent déjà sur le marché ou des détecteurs de fumée. Voilà les quelques capteurs qui vont permettre de mesurer l'activité au sein du logement de la personne âgée. Le portail ensuite, qui est vraiment la clé du sujet, c'est une plateforme web et une application smartphone à l'usage des soignants, des membres de la famille ou du téléassisteur, quand c'est une téléassistance à distance, et qui permet de créer des notifications et des seuils d'alerte, tout ça sur le portail, et ensuite de visualiser à distance les activités du quotidien. Alors comment ça se passe concrètement? Une fois qu'on a installé les capteurs, pendant les 14 premiers jours, une fois que cette solution est déployée, l'activité est enregistrée et des schémas uniques dans le comportement d'un individu sont mesurés. Donc pourquoi 14 jours? Parce qu'il y a des routines, des aidants qui vont venir par exemple tous les jeudis, et tout ça, ça doit être mesuré. Puisque derrière, ça va permettre de dire que ça fait partie de la routine, que tous les semaines viennent un aidant. Ensuite, comment on visualise ça? Tout simplement par une ligne de temps, on va dire aujourd'hui, il s'est passé, il y a l'aidant qui est arrivé, il y a eu le thé puisqu'il y a la bouilloire qui a été détectée, et puis on va classifier ces événements en disant que c'est une information ou tiens ça me rassure, cette personne s'est levée pour prendre son thé, ou ça va me dire ah attention la porte est restée ouverte, et puis alerter ensuite. Si jamais on détecte une chute ou s'il y a une inactivité pendant une période où il ne devrait pas y en avoir. Ensuite, l'activité en elle-même. On a un écran activité qui est divisé en 3 parties. Un sur le suivi quotidien, donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un déplacement dans la salle de bain, il y a eu aujourd'hui une ouverture de la porte. Ensuite, l'activité quotidienne, véritablement, c'est combien de fois cette porte a été ouverte, combien de fois cette fenêtre a pu être ouverte, ce frigo. Donc on va pouvoir détailler l'intégralité. Puis ensuite, l'état actuel, tiens, la porte est restée ouverte, la porte est fermée. Et donc on a, à travers les capteurs, l'état en direct de ce qui se passe au niveau du logement. Donc,
Ensuite, on définit des règles qui sont des notifications personnalisées configurées. Un exemple, c'est une règle mise sur une fenêtre ouverte la nuit, l'hiver, entre 20h et 9h du matin, qui à ce moment-là va créer une inquiétude. Mais ça peut être tout un ensemble de règles qui sont mises en place sur le sujet. Et puis ensuite, c'est des alertes automatiques, avec 3 niveaux d'alerte. Alerte comportementale de routine, donc un changement dans la routine. Alerte sur des activités inhabituelles. Et puis des scénarios beaucoup plus précis d'alerte. Voilà. Donc c'est une solution qui est déjà en place sur le marché. Vraiment, l'objectif de ça, c'est vraiment d'être dans la prévention, pouvoir mesurer en amont des déclins éventuels à la fois moteurs ou cognitifs, et de prévenir également des chutes. Voilà ce que nous voulions vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a répondu à tous les points que vous mentionnez, mais j'ai des je questions. répondrai à des questions si possible. J'ai des questions, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça m'a rappelé des souvenirs, parce que quand j'étais jeune au CNRS, on travaillait sur des choses comme ça à Singapour, pour des raisons que chacun voit bien. J'avais une question qui est, là vous avez défini au fond des séries de données qui peuvent être monitorées et partagées avec l'environnement de la personne. Comment vous avez défini ces séries d'événements ? 2, je suppose que vous avez dû tester ça dans des environnements, donc avec qui, dans quelle logique, comment vous avez travaillé un peu les scénarios d'usage. Et puis 3, c'est une question qu'on doit vous poser tout le temps, donc pardon de vous la poser. Comment vous traitez ou comment vous avez réfléchi la question à la fois du consentement de la personne, de la relation avec l'entourage, comment vous pensez ça ? Alors, bon, pour répondre au premier point, les scénarios, on a réfléchi à quelques scénarios, mais ce que nous, on a vraiment voulu définir dans le portail, c'est des grandes catégories. C'est-à-dire qu'ensuite, on va être plutôt conseil pour dire que vous pouvez faire ce type d'alerte. Donc, on va classifier 3 niveaux d'alerte, donc l'information, la notification ou l'alerte. Et selon ces 3 niveaux, eh bien, ils vont venir mettre les événements et leurs capteurs. Donc c'est vraiment à l'aidant, et puis l'aidant au sens large, que ce soit un proche aidant ou un service externe qui va définir ce scénario. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, rappelez-moi. C'est tout ce qui peut être test, conception des scénarios d'usage. En gros, votre technologie, vous l'avez pensé, travailler avec qui ? C'est quelque chose que vous avez fait, que vous voulez faire ? Alors, on n'en est plus aux expérimentations. On a quelques secteurs sur lesquels on en voit un peu plus, les EHPAD à domicile par exemple. L'objectif, à mon sens, c'est d'arriver plutôt sur de la prévention encore en amont, puisque là on est vraiment sur des déplacements et on est vraiment dans la prévention du déclin d'une certaine façon, et l'EHPAD à domicile, on est déjà dans du traitement. Après, évidemment, la question éthique se pose, c'est ce dont vous me parliez, c'est-à-dire qu'il faut que l'aidant soit au cœur, enfin pas l'aidant, la personne âgée soit au cœur du dispositif et puisse également consentir à ce que ce type d'information soit donné, puisque effectivement, on va savoir si la personne va se déplacer, à quelle heure, etc. Donc, il faut que les scénarios soient bien partagés. Et effectivement, c'est notre rôle aussi de sensibiliser les aidants dans ce cadre-là. Et en termes de recueil de consentement originel, là, vous avez réfléchi quelque chose que, par définition, la décision de s'équiper doit être portée par le proche ou l'aidant. Enfin, vous avez réfléchi à un truc quelconque autour de ça ou pas ? Alors, pour le coup, on a quelques expérimentations en cours sur ça, mais évidemment, oui, ça fait partie de recueil d'éléments au moment de le déployer. Merci beaucoup. On va peut-être du coup faire une jonction assez naturelle. Si vous m'autorisez à solliciter votre double casquette, j'aimerais à la fois votre regard justement du point de vue d'une partie de votre activité sur ces questions de maintien à domicile et quel usage vous voyez, vous, d'une techno de ce genre. Et puis à partir de là, on pourra aller vers l'autre sujet qui est à notre droite, qui est le tableau à Paleco. Alors, de la technologie à domicile de ce type-là, c'est une évidence. On n'a pas en permanence quelqu'un pour faire attention à l'autre. On a des phénomènes d'épuisement où juste parfois la proposition c'est juste l'aidant aimerait dormir en sécurité avec un système d'alerte pour quand la personne se lève. Elle voudrait juste sortir du cycle de sommeil d'alerte. C'est je dors d'une oreille parce que si je n'entends pas l'autre qui se lève, il risque de tomber. Donc certains aidants arrivent même à dormir au pied du lit. Donc des systèmes de technologie
Donc on peut décliner de tous les capteurs et les surveillances de ce type-là jusqu'à des technologies intégrées plus simples vont simplement aussi aider au maintien à domicile. On est dans une bascule entre on ne veut pas de technologie, on ne veut pas de caméra, on ne veut pas de choses comme ça, mais en même temps on s'épuise à domicile. Donc la technologie, comme toute chose, elle a ses bons côtés et ses mauvais, ses bons et ses mauvais usages. Et là, je pense qu'on est véritablement dans les bons usages. Et puis merci de mettre l'accent sur une situation que je n'avais pas forcément en tête, mais qui est de dire le sujet n'est pas simplement de monitorer à distance, il est aussi pour l'aidant qui est présent de pouvoir baisser la garde à un moment. C'est un point qui est intéressant. Alors pour vraiment basculer ou changer d'univers, donc je vous sollicite sous votre deuxième casquette, Sylvie. On va parler un peu de ces tableaux à Paléco, qui, côté nous, assistance publique, nous intéressent aussi parce qu'ils sont issus de travaux qui ont été conduits dans un hôpital du sud-est de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors effectivement, moi je vais vous présenter mon PowerPoint. Quelqu'un a gentiment dit « Ah, de la low-tech ». Oui, de la low-tech, mais de la low-tech un peu intégrée et quand même bien travaillée. Donc l'idée de nos tableaux, c'est, je pense qu'on a tous des empilements dans nos vies d'expériences. Moi, avec mon frère, une des expériences malheureuses, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est des troubles cognitifs dans d'autres membres de notre famille, donc c'est une sensibilité individuelle. Et d'expérience, quand on gratte un peu dans tous ces projets, il y a toujours un germe d'une histoire humaine personnelle sur lequel on pose d'autres choses. L'autre chose, en l'occurrence, c'est mon métier d'infirmière qui m'a fait travailler pendant de nombreuses années dans ces longs couloirs d'hôpitaux, qui m'a fait travailler dans des milieux tels que les EHPAD et dans d'autres contextes ensuite. Et l'idée, c'est de se dire quelle solution on peut apporter. Et moi, chevillée au corps, j'aime pas parler de malade. Et d'ailleurs, c'est pas anecdotique que dans certains endroits, on parle de malades, on parle de patients, on parle de bénéficiaires de soins, parce qu'on n'est pas très à l'aise, en fait, ces termes. Et pour moi, ce sont des personnes. Et les personnes qui sont déambulantes, puisque l'essence du projet de la PHP menée par l'inventrice qui est là, Christine Rosen, qui était psychologue clinicienne à l'hôpital Paul Brousse, c'est de se dire que nous avons des personnes humaines, âgées, certes, avec une déficience cognitive évidente, et que l'on met pour leur sécurité dans des lieux fermés et qui déambulent de manière indéfinie parce qu'elles sont perdues dans une espèce de brouillard cognitif. La proposition de Christine, donc de la PHP, c'était de mettre sur leur parcours de déambulation, raison pour laquelle le tableau est vertical, prévu pour être fixé sur le mur dans sa première essence, était de se dire qu'on va leur proposer des activités autorisées et sécurisées. Pourquoi? Parce que sinon, on déroule la lance à incendie, où on percute l'extincteur, qui n'est pas forcément très apprécié des soignants, qui vont immédiatement intervenir de manière plutôt brusque, plutôt avec une corbeille de fatigue accrochée sur leur dos, et vont être un peu tendus. La personne en face va percevoir de l'agressivité, va renvoyer de l'agressivité en retour. Et on rentre dans un cercle vicieux d'une personne agressée, d'une personne agressive, sauf que celui qui a les clés, c'est le côté soignant et qui, fréquemment, va trouver la solution simple du médicament. Donc la proposition de ce tableau, qui est dispositif médical homologué, certifié dispositif médical, c'est une proposition thérapeutique non médicamenteuse. Et tout est dans le nom d'Apaléco, apaisé par des activités ludiques et cognitives. L'intérêt, c'est de pouvoir faire une proposition d'activité sécurisée. Mais non seulement sécurisée, parce que ça, on en a plein de catalogues, mais moi, je pense à certaines activités qu'on met dans des pièces qui sont tout à fait adéquates, vraiment utiles et vraiment nécessaires, mais sauf qu'elles sont sous clé. Donc la personne n'a pas la liberté, ne peut pas utiliser son libre arbitre, d'utiliser ou de ne pas utiliser. Et l'intérêt qui m'a fait faire un tilt fabuleux quand j'ai vu ce tableau, c'est de se dire, en tout cas dans les prototypes qui ont été faits, juste, c'est magnifique. On a une proposition où l'homme peut intervenir par lui-même pour ce qu'il est. Et donc, un soulagement des soignants qui ne sont pas obligés d'intervenir tout de suite pour arrêter un geste mal approprié. Et puis après, c'est l'installer, par exemple, près de la porte d'entrée qui est fermée à clé et qu'on secoue en disant « mais pourquoi elle ne s'ouvre pas ?» comme dérivatif. Mais plus encore, ce tableau-là, la première des volontés aussi,
c'était d'en faire quelque chose de beau, parce qu'on parlait de philosophie tout à l'heure, vous êtes philosophe, la beauté, ça fait partie aussi juste de la vie, comme la liberté, comme plein d'autres choses. Et pour avoir vécu longtemps dans des hôpitaux, la beauté n'est pas forcément la chose la première. Et puis souvent, les propositions qu'on fait aux personnes atteintes de maladies diverses et variées, ce sont des propositions médicales. Donc je n'ai pas la prétention d'être artistique, mais au moins, le premier des commentaires qu'on nous fait, c'est que c'est beau. Et mettre un peu de beau, c'est aussi un vecteur vis-à-vis des familles. Parce que les familles, certaines unités, quand on rentre, on n'a vraiment pas envie d'aller voir ses proches. Et d'ailleurs, on ne vient pas avec les enfants parce que les enfants vont garder une image dégradée de la personne. Et de pouvoir mettre quelque chose qui est un peu comme les tapis d'activité pour les enfants, certes, mais là, on a affaire à des adultes. Donc, il n'y a rien de stigmatisant, il n'y a rien qui rappelle le mode de l'enfance. Donc, on a un vecteur qui est aussi, tout le colloque de ces 2 derniers jours, c'était de dire, il y a l'économie, il y a la médecine, mais la médecine prend trop de place, il y a la prévention, il y a le reste de la société, il y a la place des seniors dans la vie. En fait, évidemment, on est dans quelque chose de multidimensionnel. Et ce tableau a une modeste prétention d'être multidimensionnel. Les familles viennent et peuvent utiliser le tableau comme un vecteur. Mais non seulement les familles, mais les soignants aussi. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a eu des soignants qui nous disaient « Mais moi, votre tableau, je l'aime bien. » Et puis, instinctivement, on a envie de toucher le bois. Ben, il est fait pour, donc ça, c'est très bien. Ben, moi, quand je suis un peu stressée, je passe et je caresse. Ou alors, je tourne les roues, ou alors je fais quelque chose. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptabilité des soignants. Parce que quand on met des solutions et qu'on doit former les soignants à utiliser une solution, c'est bien, c'est parfois très nécessaire, mais c'est aussi très limitatif. Alors que là, c'est intuitif, il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que si une personne préfère faire juste ça, et que ça lui fait du bien, très bien. Et d'ailleurs, on est toujours surpris, c'est que ça a été développé pour les femmes qui, malheureusement, réellement, souvent, aiment beaucoup tout ce qui est tissu, parce que dans une unité, en général, vous leur donnez une corbeille de linge, elles sont contentes de le plier, sinon elles vous défont les lits, enfin, il y a plein de choses de cet ordre-là, et c'est plutôt stigmatisé pour les femmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça a été développé plutôt pour les femmes, pour pouvoir justement ranger et toucher du tissu. Et le premier utilisateur que nous avons eu, c'est un ingénieur mécanicien. On était sûr qu'il allait utiliser plutôt des choses comme celle-ci, parce que ça c'est fascinant, surtout pour un mécanicien. Eh bien, il a passé des semaines et des semaines à caresser le tissu, alternativement des 2 côtés. Donc l'intérêt, c'est une proposition qui est relativement universelle, en sachant que la technologie qu'il y a derrière est toujours non stigmatisante et toujours pour ne jamais mettre en échec la personne. Et moi, j'imagine toujours les personnes dans un brouillard, c'est de pouvoir leur poser une pierre qui est simple, qui est maîtrisée, sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et c'est par exemple, si je tourne, je sais ce qui va se passer et je peux le reproduire. La lumière, je sais ce qui va se passer et je peux le reproduire. Et ça, c'est très intéressant dans l'idée de l'apaisement. Donc toutes les autres activités sont du même genre. Après, il y a des choses plus rigolotes, plus fascinantes. Certains vont faire comme ça, juste d'autres le tourner, d'autres très très fort. Il y en a une dame qui en fait passait de temps en temps, mais son grand jeu, c'était de faire une ligne pour que strictement tous les grains de riz soient exactement en ligne dans ce creux-là. Si ça l'occupe et l'apaise, très bien, pourquoi pas. On a les familles, on a les soignants, on a les personnes. Il ne reste plus qu'à les installer. J'ai juste oublié aussi qu'on a travaillé sur pas simplement l'activité en elle-même. Je pense que ça, c'est intéressant. C'est les kinésithérapeutes, par exemple, qui interviennent. On leur donne aussi un média qui est un moyen de discuter avec la personne ou de faire des activités qui sont plus de l'ordre, par exemple, de déplacement latéral, donc de travail des épaules. Donc on travaille debout sur le tableau. Néanmoins, on nous a dit, et nous développons, et on a un prototype ici, oui, mais ça serait bien aussi assis. On s'éloigne de l'idée de départ, mais c'est une réalité. Il y a des personnes qui sont assises et qui aimeraient bien, par exemple, faire ça. Donc il faut qu'on trouve la solution pour le mettre vertical, etc. Et si on peut, de cette manière-là, le mettre dans un hôpital, un EHPAD, on décroche l'activité, tout est interchangeable. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est je prends celui-là, mais je ne suis pas sûre qu'il va plaire. C'est pas grave, on peut le changer, on peut en mettre un autre. Il y en a un qui est cassé, c'est pas grave, on en a toujours un de réserve pour mettre à la place. Donc il est toujours beau, fonctionnel, en état de marche, adapté.
Et là, à domicile, c'est la même chose. On pourra faire une proposition à domicile. La cloche. Merci. Prototype. Nous travaillons. Parce qu'à chaque fois, sécurité, facilité, écologie intégrée pour réutiliser les matériaux. Donc on place notre niveau très très haut d'exigence. Alors là, on arrive à la partie on sent que Guy va être plus rude que jamais. Qui est la partie cloche pour tous, c'est ça, hein? Maintenant, donc un certain nombre de startups vont défiler toutes les 2 minutes. Merci. Et donc la première, c'est... Alors, au nom de Guy, je vous annonce que c'est IGO Biotech. Donc c'est 2 minutes. Vous m'entendez très bien. Bonjour, je suis donc Laurent Chicly, associé fondateur d'IGO Biotech. Guy m'a demandé de tenir 2 minutes, ce qui est une gageure pour moi, puisque je suis d'un naturel assez bavard. En fait, nous avons acquis il y a 1 an et demi l'exclusivité, la licence de ces distributeurs, de ces diffuseurs, qui permettent d'assainir les surfaces que l'on touche, donc les objets que l'on touche, ainsi que l'air que l'on respire. Dans un premier temps, on va s'attaquer à toutes les problématiques d'odeur organique, de mauvaise odeur organique que l'on peut rencontrer dans les EHPAD ou dans les services de gériatrie. On va donc neutraliser les bactéries qui permettent la survenance de ces mauvaises odeurs, ainsi que les spores de moisissure. C'est un point très important puisqu'il y a des gros problèmes, je dirais, de confort, et ça améliore, je dirais, le confort à la fois des résidents, mais aussi du personnel soignant, sans mettre personne en danger, car je pourrais vous l'expliquer ensuite, nous sommes exposants au rez-de-chaussée. Nous ne permettons pas, je dirais, la survenance de souches résistantes, contrairement à tous les systèmes qui peuvent exister aujourd'hui. Je dirais par capillarité, le fait de neutraliser la survenance de ces bactéries, eh bien, nous allons aussi empêcher la propagation des infections nosocomiales. Nous avons toutes les études scientifiques qui l'attestent. Nous sommes aussi donc efficaces contre Candida auris, qui est une levure qui peut faire de véritables ravages, puisqu'elle peut avoir jusqu'à 30% de taux de mortalité. L'action des probiotiques environnementaux que nous allons diffuser, donc c'est avec un dispositif comme celui-ci. Celui-ci peut couvrir jusqu'à 30 mètres carrés. Nous avons des dispositifs qui peuvent couvrir un peu plus grand, 50 mètres carrés, jusqu'à 400 mètres carrés, et jusqu'à 2500 mètres carrés si nous pouvons passer par les conduits d'aération. Les probiotiques environnementaux dont il s'agit, c'est donc une technologie qui est couverte par 11 brevets internationaux, permettent aussi littéralement de consommer, de manger les protéines responsables des allergies au pollen, allergies aux acariens, en se diffusant jusque dans les tissus, jusque dans les draps ou dans les vêtements, pour aller consommer notamment ces protéines qui sont dans les excréments d'acariens pour les allergies aux acariens. Pareil pour le pollen, puisque c'est très volatile et ça reste en suspension dans l'air un temps très, très important. Et je crois que j'ai fait le tour, en fait, finalement. J'ai réussi à tenir 2 minutes. Big up pour moi. Merci beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Donc, Monsieur Véron pour Présage. Est-il là? Présage est défaillant. On enchaîne avec, du coup, l'assistance publique pris en 2 minutes de plus pour Monsieur Ecopen. Vas-y, Mehdi, notre start-up préférée. Merci Nicolas. Mehdi Benchoufi, cofondateur d'Ecopen. Donc, ceci est un outil d'imagerie. Je ne sais pas s'il y a un accompagnement slide, mais j'avance. C'est un outil d'imagerie ultra portable, d'échographie, et qui a la propriété d'être ultra simple à l'usage et qui est dédié à ce qu'on appelle l'orientation diagnostique. L'orientation diagnostique, c'est quoi? C'est traiter les questions de base de la médecine clinique. Et tous les praticiens, j'imagine qu'il y en a dans la salle, se posent systématiquement une question, c'est grave, pas grave, quels sont les organes touchés? Donc ceci est un outil d'imagerie. Et ceci permet de faire du diagnostic très vite, très simplement, et bien entendu de la prévention, ce qui est fondamental au bien vieillir. Alors, quelques chiffres rapides. Au moment où on s'entretient, là, enfin là c'est un entretien un peu unilatéral,
2/3 de l'humanité n'a pas accès à l'imagerie diagnostique. Et lorsqu'on utilise ce dispositif en médecine clinique, 1 fois sur 2, on redresse le diagnostic. 1 fois sur 2, on change en fait la prise en charge thérapeutique. Les usages, en particulier pour les personnes âgées, c'est pouvoir s'assurer à la fois au plan diagnostique et au plan de la prévention si au fond tout va bien. C'est faire du dépistage, savoir si l'appareil cardiovasculaire est en place, savoir si le poumon respire bien. Et on sait typiquement sur les problèmes rénaux, sur les problèmes de vidange vésicale, eh bien s'assurer que tout est en place, c'est un élément central. Et enfin, alors on ne pourrait pas tout à fait être une start-up sans parler d'intelligence artificielle, on développe des outils qui permettent automatiquement pour le praticien de s'assurer de la bonne fonction cardiaque, de la bonne vidange de la vessie, ce qui sont des sujets relativement importants à mesure que l'âge fait son œuvre. Voilà pour l'essentiel. Par ailleurs, pour mettre des perspectives encore plus loin, étant ici dans une des hautes institutions de l'industrie, dans 5-10 ans, on pense que ceci peut se miniaturiser encore davantage, qu'on puisse avoir des petits capteurs qui équipent des tissus donc, qui servent à s'habiller et qui permettent de faire remonter de l'intelligence artificielle sans image et directement pour le patient sans plus avoir besoin de praticien. Pardon pour le temps, excusez-moi. Alors c'est ultra abordable, alors je suis rappelé à l'ordre, vous avez tout à fait raison. Donc c'est une sonde qui est à moins de 1 000 €, ce qui est 4 à 5 fois moins cher que le premier de nos concurrents. C'est une Made in France, pour être plus précis, c'est une Made in PHP. Et on sera ravis d'échanger avec vous. Alors là, je prends encore plus d'une minute, je continue. Merci à vous. Voilà, le produit, c'est marqué CE, il est sur le marché. On enchaîne avec Monsieur Paudelot pour Medicalib. S'il n'est pas là, on reprendra 2 minutes pour Ecopen. Non. Alors, est-ce que Monsieur Simoneau est dans la salle? Ah, voilà quelqu'un qui est là. Bon, je me présente rapidement, Pierre-Yves Simoneau. Je suis un des fondateurs et président d'Ingénicare, la société qui porte le projet que je vais présenter, en partenariat avec Lunalogic, qui est notre partenaire technologique pour les développements logiciels. Alors, Ingénicare a été fondé sur le constat que quand on fait du maintien à domicile, il y a plein de choses qui existent. Il y a des capteurs, il y a des applications. Et puis, il y a plein de gens qui interviennent. Il y a les aides à domicile, il y a les infirmiers, les kinés. Et tout ce monde s'ignore complètement. Personne ne sait qui d'autre intervient à domicile, personne n'échange quelque information que ce soit avec ses partenaires finalement du maintien à domicile. Et donc le but d'Ingénicare, c'est de créer des vrais écosystèmes autour des personnes maintenues à domicile pour que tous les intervenants, tous les systèmes qui sont déployés puissent communiquer et donc gagner par là même de l'efficacité et de l'efficience aussi pour les fournisseurs de services. Alors cette démarche s'appuie sur 2 piliers. Il y a un premier pilier qui est méthodologique, c'est-à-dire que la collaboration interentreprise, on connaît ça depuis 30 ans dans la production industrielle. Et donc on a transposé dans ce domaine les méthodes qui sont mises en place pour permettre de créer de la collaboration interentreprise. Et donc c'est la démarche qui est présentée ici rapidement. En 2 minutes, je ne peux évidemment pas la détailler, mais je suis à votre disposition. Et le deuxième pilier, c'est un pilier technologique, c'est une solution qui est basée sur les technologies de blockchain pour créer des hubs d'informations qui vont permettre le partage des informations en la protégeant entre tous les acteurs du maintien à domicile d'une personne âgée. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de finir de développer. La méthodologie existe déjà, elle a déjà en partie été validée sur certains aspects. Et là, cette technologie, on est en train de finir donc de la développer. Elle va permettre d'interconnecter tous les acteurs et de permettre les optimisations dont je parlais. Non, c'est dur quand même 2 minutes. Moi, je serais pour 25 minutes par personne, mais bon. Monsieur Conversi. Alors, je ne veux pas vous parler de malade, ni de vieillesse, ni de protocole thérapeutique, mais je vais vous parler de sourire, de mains qui serrent et quelquefois de larmes. Nous sommes tous allés dans des maisons de retraite, on a tous vu nos parents, nos amis, seuls,
rassemblés dans des salles mais ne parlant à personne. Or, les techniques d'intelligence artificielle nous permettent maintenant, lorsqu'on a 6 personnes autour d'une table, de savoir quels sont leurs points communs. Le mécanisme, il est clair. D'abord, essayer de voir ce qui rassemble un certain nombre de seniors rassemblés ensemble. Et d'autres mécanismes vont permettre d'aller chercher dans une base de données des images qui vont les intéresser, qui vont les faire réagir. Second slide pour aller vite. À partir, le système génère à ce moment-là un mur d'images, et il y a forcément quelqu'un dans l'entourage qui va réagir. Alors quelqu'un va cliquer sur l'image de Sylvie Vartan, par exemple. On va cliquer et va apparaître Sylvie Vartan en train de chanter. Et à ce moment-là, Geneviève, qui a demandé cette image, elle va avoir une petite larme peut-être, et l'animateur va lui demander « Mais pourquoi tu réagis, Geneviève ?» Elle va dire « Mais c'était mon premier slow. » À ce moment-là, l'animateur va faire réagir les gens autour de la salle pour les interroger sur leurs souvenirs. Et ensuite, on a un certain nombre de systèmes qui permettent de faire apparaître des informations qui sont sur des thèmes donnés, mais qui sont toujours en liaison avec les caractéristiques du groupe. Par exemple, un exemple simple, si nos anciens veulent parler de sport, il est évident que l'intelligence artificielle ne va pas nous sortir les mêmes images qu'on soit à Toulouse, à Chamonix ou à Dunkerque. De la même façon, si on parle de musique, ce n'est pas la même musique qui va intéresser les personnes qui sont à Stein ou à Nuit. Et si on veut avoir des jeux pour les faire réagir, par exemple, découvrir quelqu'un ou un lieu, je pense que Copinard va intéresser les gens qui sont à Dunkerque, mais pas à Annecy. Il y a un POC qui existe et on fait des démonstrations comme vous voulez. On a développé ça chez Lunalgique, donc 59 rue de Richelieu. Moi, je tiens à dire que je trouve ça extrêmement poétique. Je trouve qu'il y a un truc, enfin bref, c'est vraiment beau, c'est chouette. Merci Nicolas. La musique était plus poétique que la mienne. Oui, mais ça, vous avez votre cloche, c'est ça, c'est sûr. Alors, monsieur Gérard pour Bistrot Bertha. Ah, non, une fois. Alors, on continue. Monsieur Cheikh Boudou pour Finance ou Finance. On a quand même de la perte en ligne. Hein. Bon, mais puisque c'est ça, on arrive sur Musicaire, qui est là, je sais. Qui du coup a 25 minutes. Bonjour à tous. Donc j'estime que j'ai au moins 2 minutes 20. Bonjour à tous, Pierre Lecor, Musicaire, merci de nous accueillir ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de moi aussi, je vais vous parler d'émotion, je vais vous parler de musique, je vais vous parler de beau, et je vais vous parler aussi des résultats thérapeutiques. Musicaire, c'est une solution qui a 15 ans, qui a été créée par Stéphane Guettin, qui était lui-même musicothérapeute, docteur en psychologie clinique, rattaché à INSERM, qui avait l'ambition de montrer au monde scientifique occidental, surtout, qui doutait, que non seulement la musique faisait du bien, mais que ça pouvait se mesurer. Aujourd'hui, Musicaire a un bagage scientifique solide, avec plus de 17 études contrôlées, randomisées, une trentaine d'études pilotes, on a une dizaine de protocoles en cours en permanence, sachant qu'à chaque fois, ça prend quelques années pour avoir des résultats. On est déjà présent dans 500 établissements de santé au sens large, 2 tiers en milieu hospitalier et 1 tiers en résidence senior, avec les déjà assez présents dans certains grands réseaux type LNA, Fondation Partagée Vie, Corian. On va passer au slide suivant. L'idée, c'est à la fois d'être dispositif médical et d'être aussi éditeur et producteur de musique, ce qui est assez particulier chez nous, puisque nous sommes un mélange d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, c'est l'algorithme qui nous permet de changer le tempo de la musique en fonction du niveau de douleur ou d'anxiété que vous renseignez, qui nous permet également de rallonger la session en fonction de la durée de l'acte. Et l'intelligence humaine, c'est que nous faisons travailler des vrais musiciens, des vrais compositeurs, parce que l'émotion musicale commence déjà par du talent, hein, et par des gens qui enregistrent en studio, ce que nous faisons également. On peut passer au dernier slide, s'il vous plaît. Ça a été fait avec... c'est facile d'utilisation, c'est une application, ça peut se déployer sur l'ensemble des éléments multimédia. Ça a aussi bien des effets thérapeutiques, baisse de l'anxiété de plus 74%, baisse de la tension, des poussées hypertensives. Ça, on a une très belle étude dans JAMA sur l'opération de la cataracte. Ça a une baisse de la réduction de médicaments.
Et c'est beau. Voilà, et donc dernier point, puisque j'ai le droit à 20 secondes de plus, qu'on avait négocié en début, quand même, il y a aussi un impact qui est important pour les professionnels, c'est que ça améliore énormément la relation patient-soignant. On a une très belle étude qui a été faite pendant le Covid sur des patients Alzheimer, et ça réduit aussi le temps. Donc une des difficultés, vous posiez la question, Michaela, tout à l'heure, de quelles sont nos difficultés. La difficulté, c'est de convaincre les soignants de le mettre en place. Une fois qu'ils l'ont utilisé, ils l'adoptent. Mais la difficulté, c'est de leur dire non, une intervention non médicamenteuse, c'est pas une perte de temps, c'est un droit du patient, et c'est un droit du patient, et l'AHS le dit bien. Merci. Ah ben voilà, là quelqu'un qui est en place directement. Bravo monsieur. Bonjour à tous. Vous pouvez faire passer le slide. Bonjour à tous. Donc notre sujet c'est oui. Suivant. Bonjour à tous. Donc notre sujet c'est de permettre aux seniors de conserver leur autonomie le plus longtemps possible. C'est celui d'éviter l'entrée en dépendance, c'est celui des chutes et c'est celui de la fracture du col du fémur. La fracture du col du fémur, c'est 30% de décès dans l'année, c'est 50% de perte d'autonomie, avec des personnes qui vont souvent en institution. Et c'est un coût pour la sécurité sociale de 3,5 milliards d'euros si on prend les coûts directs et les coûts indirects. Donc c'est un drame social, c'est un drame sociétal et c'est un coût pour la collectivité. Donc pour lutter contre cela, nous avons développé une ceinture airbag connectée qui permet d'éviter la fracture du col du fémur. Donc à l'intérieur, il y a un algorithme qui est capable de détecter la chute, de gonfler un airbag et d'éviter cette fracture du col du fémur et ensuite d'alerter les patients, ce qui est montré, d'alerter les aidants familiaux, pardon, ce qui est montré sur cette slide. Le but du jeu, c'est au-delà d'aider à éviter cette fracture du col du fémur, c'est de permettre à la personne de sécuriser ses mouvements et qu'elle continue à bouger, qu'elle continue à garder son autonomie. Et donc c'est vraiment notre objectif. Donc on a aujourd'hui un dispositif qui est commercialisé, c'est un dispositif médical de classe 1 qui est commercialisé avec le produit plus le système d'alerte, plus une mise à jour à distance du logiciel pour avoir toujours le logiciel à jour et un service de hotline. Et ensuite, on travaille sur des services logiciels que l'on va mettre par-dessus le produit, qui peuvent être des services humains, via des services d'aide à la personne, via de la téléassistance, via des services logiciels, et de créer un écosystème qui permette aux personnes âgées de conserver son autonomie. Donc nous, on recherche des partenaires technologiques ou commerciaux ou marketing qui vont nous permettre de servir cette mission. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être un petit commentaire général avant de passer à la phase de questions, parce que vous avez été nombreux à souligner ce point qui est, on a là plein de projets qui sont originaux, intéressants, extrêmement divers, parce que je pense qu'entre la ceinture airbag jusqu'à la thérapie par la musique, en passant par tout ce qu'on a pu voir, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de voir le jour. On voit aussi, ça a été dit, que l'une des questions, c'est quand bien même le produit est conçu, validé sur le marché, reste toujours la question de son adoption et de sa prise en charge, qui sont quand même les deux questions majeures. Peut-être juste pour se dire ou se redire que pour essayer de traiter ces points-là, un certain nombre de choses sont faites. Alors d'une part, il y a un certain nombre d'accélérateurs, incubateurs, accompagnateurs de projets qui existent. Je vois Olivier au deuxième rang, donc je mentionne Future for Care si je m'autorise. Et puis ce qu'on peut faire nous-mêmes à l'Hôtel-Dieu. On travaille aussi, nous, côté assistance publique, sur le volet tiers-lieu d'expérimentation pour être capable de monter des projets d'utilisation de produits marqués en service de soins, pour essayer comme ça d'évaluer des usages et de commencer à voir comment ça peut fonctionner. On est à un moment où collectivement on a effectivement besoin d'essayer de réussir à travailler ensemble. C'est un peu le message sous-jacent. Et être capable de se dire que c'est compliqué et c'est normal que ça le soit. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément capable de répondre collectivement. Donc je peux que vous inviter à poursuivre les échanges sur toutes leurs formes. Pour
pour du coup poursuivre les échanges, je propose qu'on passe à la phase de questions-réponses, si vous êtes d'accord avec la salle. Je suis sûr qu'il y a plein de questions pour les startups, pour nos intervenants, voilà, côté aussi bien Le Grand Caire que Paleco. La parole est à la salle pour 5 à 10 minutes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a forcément une question. Olivier, tu as forcément une question, toi. Tu as toujours une question. Merci Nicolas, merci à tous et merci à nos jeunes entrepreneurs dont je connais certains plutôt bien, avec de très belles solutions. Je voulais avoir votre avis sur les années à venir. J'ai l'impression que dans le foisonnement, notamment de l'innovation des jeunes entreprises qui produisent des produits, des solutions, des services, utilisant le digital, parce que c'est un peu le sujet que moi je connais un peu mieux, la question qui va se poser, c'est comment on arrive à structurer une approche, on va dire, de meute, d'offres intégrées, qui ne correspondent peut-être pas forcément pour vous, entrepreneurs, à votre stratégie d'entreprise, c'est vrai, mais ma conviction profonde pour m'intéresser à ces sujets-là depuis assez longtemps, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à créer ces écosystèmes, non pas à votre service, mais ces écosystèmes entre vous, pour intégrer les offres et les produits, les solutions et les services que vous pouvez proposer, pour en faire des offres intégrées intelligentes, on aura du mal à structurer le marché. Et donc elle est plutôt pour vous, la question, c'est qu'est-ce que vous pensez, vous, entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, on tient à sa boîte, c'est son bébé, on a envie de le faire grandir, mais comment vous voyez le fait de vous allier entre vous avec des choses intelligentes? Et là, nos écosystèmes peuvent vous y aider, mais est-ce que ça vous paraît faisable, ça? Merci de la question. Enfin, dans le court exposé que j'ai fait, c'est effectivement le sujet qu'on souhaite traiter, qui nous semble indispensable à traiter aujourd'hui, parce qu'on arrive à un foisonnement de choses, ça devient ingérable à la fois pour les aidants et pour chacun des intervenants, tellement il y a de choses qui existent et il faut absolument les coordonner, les faire fonctionner ensemble. C'est vraiment le cœur de métier qu'on s'est donné à Ingenicaire, avec une démarche, je l'ai dit, qui est calquée sur les travaux faits en collaboration interentreprise dans les chaînes logistiques de production, etc., d'où on peut tirer des idées à adapter évidemment au domaine, parce que c'est un petit peu différent, et des solutions techniques sur lesquelles on fonctionne. Et tant qu'on ne fera pas ça, je pense qu'on ne pourra pas prendre en charge de façon efficace des personnes âgées à domicile. Mais il existe des choses sur lesquelles on a travaillé, enfin, à moins qu'on me laisse 3 quarts d'heure, je ne peux pas les exposer ici, mais on a déjà travaillé sur ces sujets, et ça aboutit sur des questions d'interopérabilité entre tous les dispositifs. Oui, je vais juste apporter un complément à ce qu'on vient de dire, c'est que nous, le projet Adela, c'est un projet qui est construit en marque blanche. C'est-à-dire que si demain on veut l'intégrer dans un grand organisme de gestionnaire de maison de retraite ou un centre hospitalier par exemple, on peut sous une semaine vous sortir le produit centre hospitalier de Lille, de Strasbourg, où vous voulez. Dernier commentaire, je vais faire un petit peu de marketing. Si vous voulez avoir quelques informations sur la collaboration interentreprises, je vous renvoie aux 2 livres que j'ai écrits, un qui s'appelle Logistique collaborative et l'autre qui s'appelle Réseaux sociaux interentreprises. Et donc c'est sur ces bases de travaux que nous avons progressé au sein d'Ingenicaire. Mais nous avons aussi un souci à prendre en considération, c'est l'impact du numérique aujourd'hui. On est dans un milieu où le numérique permet un certain nombre de choses. Effectivement, donc, vous qui êtes dans une technologie un peu à cheval entre les deux, quel va être demain, dans ce type de solution, l'intérêt ou l'impact du numérique dans ces solutions-là? Alors moi, je donne juste un exemple, c'est le besoin aussi d'avoir un retour d'expérience, des KPIs qui permettra aux soignants d'avoir un retour, d'avoir une vision, d'apporter un soutien complémentaire aussi à cette démarche de réflexion pour les médecins. Alors moi, j'aimerais répondre un petit peu à côté en intégrant une autre notion. C'est que toutes ces technologies, toutes ces expériences, on en connaît tous beaucoup et on connaît tous aussi d'énormes flops. Et pour moi, la clé de ces flops, c'est l'acceptabilité. L'acceptabilité des utilisateurs, l'acceptabilité des soignants,
prescrire des solutions, on le sait très bien, les familles inquiètes qui demandent des choses, notamment numériques. Moi, je suis toujours frappée par le fait que on a des personnes qui ont des montres boutons d'appel, qui sont au sol, conscientes, et qui n'appellent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles savent que si elles appellent, ça va mettre le doigt sur leur impossibilité à rester à domicile et qu'elles ne le veulent pas. Donc l'acceptabilité des systèmes est une clé absolument essentielle. Et comment on travaille l'acceptabilité ? On travaille l'acceptabilité avec la co-construction. La co-construction avec qui ? Avec les utilisateurs. Alors ça semble toujours très porteur de le dire. Dans les faits, c'est bien peu le cas. Et co-construire avec des utilisateurs, c'est de se dire par exemple que il y a quelques années, je me rappelle de quelque chose qui s'appelle les bornes Mélo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très très chouette truc qu'on a dans pas mal d'EHPAD et qui sont des espèces de jukebox. Et ils avaient mis des écrans tactiles pour choisir la musique. Par exemple, Sylvie Vartan. Les gens n'appuyaient pas, ça fait des traces de doigts. Parce que ce n'est pas une génération de la tablette tactile. Or maintenant, un certain nombre d'années sont passées et on peut se permettre d'intégrer des solutions du genre des tablettes tactiles. Une des perspectives qu'on a au départ, c'était non, surtout pas de technologie numérique ou d'intelligence artificielle dans nos tableaux. En fait, si on a une tablette comme une activité qui permet, par exemple, en lien avec les familles, de proposer quelque chose qui a été co-construit avec eux, adapté à certaines personnes, avec peut-être de l'intelligence artificielle ou de la reconnaissance faciale qui va dire que cette personne-là, justement, elle voudrait bien qu'on lui représente des vacances au ski, parce que ça va lui parler. Là, il y a une intégration de la technologie. Et je pense qu'on ne peut pas faire sans. Mais comme toute chose, il y a le bon et le mauvais usage des technologies. Mais la clé de voûte du système, à mon avis, de toutes ces intégrations, est de travailler pour faire des liens entre différentes sociétés. Je connais certaines, par exemple, qui ont des très 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 beaux projets. Effectivement, il faut les lier entre elles. On ne peut pas tout lier entre elles. On peut pas être transverse de tout. Mais la clé, c'est l'intégration, et l'intégration axée sur les personnes qui sont les véritables utilisateurs. Ne pas utiliser les aidants comme des alibis. Je donnais tout à l'heure l'exemple de un des réels besoins, c'est je veux juste dormir. Faites-moi quelque chose pour que je puisse dormir. Pas que, ah oui, il marche moins bien. Bah oui, je le regarde, je vois bien qu'il marche moins bien. C'est ça, ces éléments-là. Et si je peux me permettre même encore 2 minutes, une anecdote, il n'y a plus de cling-cling. J'ai entendu une fois de Sophia Antipolis, un ingénieur tout jeune, qui a développé, dans un concept génial, le lit qui pèse. Parce qu'à domicile, le poids, c'est important. Je suis avec un médecin tout à l'heure, on parlait de la dénutrition. Les gens à domicile qui mangent bien et qui finalement sont dénutris parce que la sarcopénie, c'est une réalité. Et on mange pas assez de protéines, enfin voilà. Donc c'est très important de peser les personnes. On peut peser sur le pèse-personne, mais un lit qui pèse, ça c'était sa bonne idée. Un très jeune ingénieur. Il a développé complètement son concept. Il a mis beaucoup de temps, d'énergie, et il est arrivé à un prototype. Et là, il s'est dit, je vais inviter des gens à le tester. Donc dans le laboratoire, il y a des personnes seniors qui sont venues, et puis il y a une petite dame qui lui a dit « Ah, alors votre truc, ça pèse dans mon lit, enfin ça me pèse. » Oui, oui. Et puis le poids, ça s'affiche sur l'application que je donne à la personne qui s'occupe de moi, c'est mon petit-fils. Ah oui, oui, tout à fait. Comme ça, tous les matins, il sait mon poids, puis il voit si ça monte ou ça diminue. Oui, oui, oui. Oh, qu'est-ce que c'est bien, votre truc, vraiment, je vous souhaite plein de succès. Votre invention, elle est géniale. Mais moi, je ne l'utiliserai jamais. Ah bon, et pourquoi ? Mon petit-fils, il n'a pas besoin de savoir quand je ne dors pas toute seule dans mon lit. Et c'est un exemple d'intégration. Je voudrais participer de la réponse en vous donnant un éclairage qui est celui d'une start-up qui dispose d'un dispositif de classe 2A. Le partenariat, en tout cas l'intégration et les échanges partenariaux sont essentiels. Ce dont je peux rendre compte, c'est la qualité des échanges qu'on a eus avec le secteur public, notamment la PHP, ça nous a permis de développer une technologie au plus près des besoins, avec un accès facilité à l'ensemble de l'expertise médicale, avec des facilités en termes d'études cliniques. Donc ça, c'est fort, c'est riche, c'est structurant. Donc à la fin, on a une technologie qui n'est pas là pour on va dire, le décorum, mais vraiment qui répond à des besoins des praticiens et pour le mieux de la santé des patients. Là où
aujourd'hui, je trouve que nous, en tous les cas, on est relativement court pour ce qui est de la France, mais singulièrement même de l'Europe. C'est trouver des axes de partenariat et d'intégration sur à peu près toutes les verticales d'intérêt. Alors, il se trouve qu'une start-up, en général, quand elle est dans le medical device, elle ne peut plus se dispenser de faire du software, et en particulier d'IA. Et donc, vous avez des sujets que vous prenez en frontal, c'est des sujets de distrib, d'accès au marché, des sujets durs de production, de manufacturing, de supply chain, des sujets de données, d'accès à la data. Et donc là, pouvoir disposer d'un écosystème lisible, sur lequel on peut se dire, OK, là, je peux attaquer cette partie du marché, et pardon la façon pour m'exprimer sur ces sujets-là, mais c'est la réalité aussi d'une entreprise. Eh bien, je pense que c'est sans doute possible. Et en fait, on trouve des embryons de solutions en allant dans les congrès, en allant sur le terrain. Donc c'est très bien, ça tisse des liens. Mais je pense que donner à l'ensemble de l'écosystème des startups ou des entreprises de la visibilité sur ça, je pense que c'est très important. Et dans un contexte de financement qui est ce qu'il est aujourd'hui, il y a aussi la question des partenaires industriels structurants. Et vous voyez, j'en finirai par là, c'est relativement étonnant qu'à ce jour, l'ensemble des interactions qu'on a eues, d'interactions entrantes notamment, avec des acteurs qui s'intéressent à nous, on se dit votre technologie vous intéresse, peut-être qu'on pourrait bosser ensemble, c'est essentiellement des non-européens. Et ça va d'une proposition de rachat à un intérêt pour un investissement. Et je trouve qu'il y a beaucoup à faire à structurer cet écosystème. Et je ne sais pas ici qui est en mesure d'y participer. En tout cas, nous, on s'y prêtera volontiers. Tu veux qu'on encourage l'industrie nationale, en fait. Ouais, exactement, oui. Un petit mot, merci Guy pour la prise de parole. Solène Brugère, avocate, je suis intervenue ce matin sur la table ronde sur l'application du droit à la santé de manière très concrète et transversale et holistique. Et je suis aussi membre du conseil d'administration et du bureau du SYNAPS, Syndicat national pour la silver economy, qui tend à se transformer en confédération justement par rapport à toutes ces activités qui sont toutes complémentaires au service de la qualité de vie et de la santé. Et il y a 4 ans, j'avais travaillé avec Fabrice Xil, que vous devez connaître, Philosophe, sur justement les nouvelles technologies au service des seniors. On avait travaillé sur ces questions-là, voilà, les fondamentaux, les propositions d'intégrer justement, de créer une filière responsable réunie autour de valeurs partagées qu'on a posées et en répondant à des questions très concrètes, en plaçant l'éthique et les consentements toujours au cœur. Donc avec ces sujets, même quand ce sont des solutions pour les aidants, c'est toujours en priorité pour les personnes âgées et comment on l'intègre aussi dans le processus, évidemment, de mettre les bénéficiaires au cœur. Et donc avec le SYNAPS, c'est un peu qui est né justement des gérontechnologies au départ, ça s'appelait la CIBAG, et c'est de fédérer des acteurs qui partagent ces valeurs partagées. Ça, c'est vraiment important, surtout quand on parle d'interopérabilité, de données, etc. Il y a toujours ces mêmes questions qui se posent. Donc ça peut être un lieu justement pour fédérer et pour se retrouver, pour mettre en avant des bonnes idées, des bonnes initiatives, des bonnes pratiques. Voilà, donc merci Guy et me permettre d'en parler, parce que je pense que c'est peut-être une solution. D'autres questions ? Je peux dire un mot sur la partie partenariat. Pour répondre à la question d'une manière un peu différente, c'est relativement difficile de faire de la coopération entre startups dans les premières phases. C'est quelque chose qui nous tente beaucoup. La raison, c'est que on a un temps limité, on a un cash limité et on doit rester extrêmement focus. On a une notion du temps qui est très différente d'une entreprise traditionnelle. On doit aller très vite, prendre des décisions de manière très rapide et essayer d'aller sur le marché de manière extrêmement rapide. Et on a beaucoup d'aides, surtout sur les stades de R&D. C'est des choses qui marchent très bien. Beaucoup moins sur les étapes industrielles. Et on a vraiment un enjeu de financement sur ces étapes quand on a fini la R&D, entre le moment où le produit il est fini et le moment où on va faire nos premières ventes, où effectivement il faut industrialiser, il faut fiabiliser le produit. Donc ça c'est vraiment un enjeu de financement. Et ensuite sur les structures d'aide, nous ce qui nous intéresse c'est
c'est le commerce, c'est de pouvoir c'est notre raison d'être en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir commercialiser le produit pour que les personnes puissent en bénéficier. Et on a besoin d'accélérateurs. Et nous, ce qu'on recherche, c'est une fois que passé ce stade-là, c'est de pouvoir démarrer des partenariats commerciaux et marketing, et plutôt d'aller chercher des commerciaux sur nos verticales. Et pour nous, c'est le maintien au domicile et c'est le médical. Et après, on peut aller voir et on peut essayer d'élargir son spectre et d'aller collaborer avec d'autres, avec des sujets qui sont connexes. Mais d'abord, on a besoin d'être fort sur notre verticale. Donc voilà un peu ce dont on a besoin. Peut-être pour rebondir sur ça, Guy, si vous m'y autorisez, mais je pense que c'est un point important et je pense en même temps qu'il y a un vrai sujet et je suis très d'accord avec Olivier. C'est-à-dire qu'évidemment, tout vous incite comme start-up à vous dire focalisez-vous, restez dans votre couloir, développez votre produit. Et à la fin des fins, vous risquez d'avoir un produit que vous ne vendrez pas. Pour le coup, ça, c'est l'expérience hospitalière. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des briques technologiques qui ont un impact, mais qui est un impact trop petit et qui n'a pas de modèle économique pour qu'un client l'achète. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, nous, très souvent. Et donc, il y a un sujet à traiter autour de ça qui est comment est-ce qu'on arrive parfois à assembler les briques pour à la fois avoir un produit global viable qu'un client va acheter. C'est un exercice. Je donne un exemple, c'est une des premières choses qu'on a faites, nous, côté Hôtel Dieu aussi, c'est de dire, vous voyez, la télésurveillance aujourd'hui, ça marche parce qu'il y a du financement vertical, mais en vrai, on se retrouve avec du financement de télésurveillance cardio, néphro, etc., etc., etc. Un espèce de système où on a des séries de tubes qu'en fait on ne sait plus gérer, on ne va pas négocier 50 contrats de télésurveillance demain, et puis par ailleurs les patients c'est idiot, mais en fait ils sont polypathologiques. Donc à la fin des fins, ils ont besoin d'avoir 3 applications de télésurveillance et pas qu'une seule, ou une seule mais intégrée. Donc on a nous mis autour de la table des startups en cardio, dans d'autres sujets, on les a fait travailler avec Weezings pour intégrer l'IoT de Weezings dans des outils de télésurveillance. On a essayé de créer cet environnement-là. C'est un sujet compliqué, mais donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir aussi du côté des startups sur, ça peut être des partenariats commerciaux, hein, mais c'est aussi comment vous arrivez au marché en situation d'être acheté. Parce que ça a été dit, on le sait tous, pour que quelque chose rentre dans le répertoire hospitalier, ou dans le répertoire du soin, ou dans le répertoire de la prise en charge de tel ou tel public, il faut arriver à un truc qui soit globalement viable. Et pour ça, il faut réussir à avoir des échanges. Donc, Future for Care fait ça, notamment dans la relation avec les grands partenaires industriels qui ont cette réflexion-là sur un certain nombre de sujets. Nous, on le fait, et parfois on le fait ensemble, sur des questions plus hospitalières. Mais il faut pouvoir avoir cette discussion parce que sinon, on a cette expérience de produits intéressants, mais qui en fait ne vont pas réussir à aller jusqu'au moment où ils vont devenir un produit qui se vend, ce qui, sous contrôle collectif, me semble être aussi un des objectifs. Bon, Guy m'autorise à dire qu'on a terminé. Merci infiniment à tous.